Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, chers amis, chers collègues. Je commencerai par remercier les organisateurs de m'avoir invité et donné ainsi l'occasion de voir beaucoup d'entre eux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aussi, shukran, et aussi pour discuter et partager avec vous sur cette question des valeurs de référence qui sont les valeurs de référence pour les marqueurs qu'on utilise pour le diagnostic des déficits immunitaires primitifs. Donc alors on a oui. Bon, je suis connu moi. Je plaisante. Donc, je suis Sarlouchni Fouad, je suis le responsable du laboratoire d'immunologie cellulaire à l'Institut national d'hygiène. Je suis Sarlouchni Fouad, je suis le responsable du laboratoire d'immunologie cellulaire à l'Institut national d'hygiène. Donc, on s'occupe essentiellement des explorations biologiques des déficits immunitaires primitifs. Donc, je disais que ma présentation aujourd'hui va porter sur les valeurs de référence des paramètres qu'on utilise pour le diagnostic des déficits immunitaires primitifs. Donc, ces paramètres-là, ce sont des paramètres donc, destinés pour un petit peu mesurer le fonctionnement du système immunitaire. Donc, ils vont le faire essentiellement en explorant, en travaillant sur les acteurs essentiels du système immunitaire, à savoir les populations leucocytaires. Et ils vont le faire soit en essayant de marquer ou de mesurer la représentation, si vous voulez, de chaque sous-population leucocytaire dans l'organisme, ou alors, et ça en utilisant des marqueurs de surface, à travers lesquels ils vont pouvoir identifier chaque population à part, et donc on pourrait savoir les populations qui manquent. Ou alors, on va essayer de se renseigner du fonctionnement du système immunitaire en mesurant, ou si vous voulez, en essayant un petit peu de tester la fonction de ces acteurs-là, de ces leucocytes-là. Et ça, on peut le faire toujours, soit en utilisant des marqueurs de surface. Il y a des marqueurs de surface qui expriment la fonction de la cellule, à savoir la HLA, les CD69, les 38, ou alors en allant directement mesurer les produits des fonctions de ces leucocytes-là. Le plus classique étant la mesure, si vous voulez, le dosage des immunoglobulines dans le plasma, ou les cytokines dans le plasma, ou alors on peut carrément aller chercher ces fonctions dans le cytoplasme de ces cellules-là. L'exemple type étant l'explosion oxydative, étant la phagocytose, ils sont la dégradation des NK et j'en passe. Hop, l'autre sens. Alors, nous voulons parler de valeurs normales. Alors, la difficulté dans cette question-là vient du fait que nous avons une difficulté dans la stabilité et la standardisation de ces valeurs normales. Et ça vient de la nature même du système immunitaire. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est de nature très dynamique. Parce que c'est même difficile de définir ce que c'est que normal pour un système immunitaire. Le système immunitaire est toujours à l'affût, à l'affût de tout dérèglement, que ce soit d'ordre immunologique ou même d'ordre homéostasique ou même d'ordre physiologique, autre que la réponse immune. Et donc il est en perpétuel fonctionnement, et donc c'est difficile vraiment d'avoir une image d'un système immunitaire derrière quoi on peut mettre un chiffre. Donc ça, d'une part, parce qu'il est dynamique, aussi, ça vient aussi c'est dynamique aussi, qu'il est impacté par plusieurs facteurs. On connaît l'aspect immunogénique de l'environnement, mais il est aussi impacté par tout autre facteur, tel que le psychisme déjà, et aussi parce que les paramètres du système immunitaire sont évolutifs avec l'âge. Et donc il faudrait prévoir des valeurs normales pour chaque tranche d'âge. La difficulté de ces valeurs normales vient aussi de la technique, d'un aspect technologique, c'est que les technologies qu'on utilise pour la mesure, si vous voulez, de ces paramètres-là, ce sont des technologies relativement avancées, et donc avec une sensibilité qui fait que ça laisse une certaine variabilité
qui rend difficile de standardiser ces paramètres-là. Alors, pour débattre de cette question-là, ça va être difficile que l'on traite ça par rapport à tous les facteurs, tous les paramètres qu'on utilise dans l'exploration des déficits immunitaires primitifs. Mais on va essayer d'utiliser l'exemple des sous-populations lymphocytaires, étant donné qu'ils sont classiquement demandés pour le diagnostic, pour l'exploration des déficits immunitaires cellulaires. Alors, c'est quoi? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Rapidement, juste quelques éléments pour qu'on puisse suivre. Alors pourquoi ces lymphocytes, ces sous-populations lymphocytaires? Comme j'ai dit, donc ce sont les acteurs essentiels de la réponse immune. Ils ont l'avantage d'évoluer en suspension dans le sang périphérique, et ils le sont dans un état qui est suffisamment semblable à leur état quand ils sont en opération dans le tissu. Et ça, c'est très important parce que ça nous reflète un petit peu la réponse immune. Et pour la suspension, je vous dirai après. Donc, alors, ces cellules-là, donc, ayant un rôle extrêmement important et décisif dans la réponse immune, une fois qu'ils sont altérés par un problème, par une mutation génétique, donc ils vont, pour le cas dont nous discutons maintenant, ils vont donc avoir un problème de développement, et on risque d'avoir dans le sang périphérique une représentation d'une ou plusieurs sous-populations qui n'est pas normale. Soit on ne trouve pas du tout une ou plusieurs sous-populations, ou alors on les trouve avec des valeurs ou des concentrations inférieures. Alors, comment est-ce qu'on fait l'exploration? Alors, c'est là où vient l'avantage quand ces cellules sanguines, ces cellules immunocompétentes, du moment où ils sont trouvés en suspension dans le sang périphérique, donc on peut utiliser la technologie de cytométrie en flux. Comme son nom l'indique, en flux, ça veut dire que ça fonctionne avec des cellules en suspension. Donc, le système est très simple. Comme vous savez, ces sous-populations lymphocytaires, ils portent à leur surface des marqueurs, on appelle des marqueurs de surface. Ces marqueurs-là, ils sont, où la combinaison de ces différents marqueurs fait l'identité propre d'une sous-population lymphocytaire. Il suffit donc de marquer ces molécules de surface, si vous voulez, ou ces marqueurs de surface avec des monoclonaux, des anticorps monoclonaux avec des couleurs différentes, des fluorescences différentes. On les fait passer dans une machine qui arrive à mesurer la couleur ou les différentes couleurs de ces cellules, et donc à partir de là, on peut se rendre compte des différentes couleurs, et donc quand je dis différentes couleurs, donc des différents marqueurs qu'une sous-population porte à sa surface, et donc à partir de là, on peut l'identifier comme tel, que ce soit en T4, T8, comme le cas ici. Oups, c'est pas sur le rouge, c'est ça? Pour le pointeur? Oui, c'est ça. Alors comme là, on identifie les T4 et les... oui, c'est ça, les T4 parce qu'ils sont CD4+, et CD3+, je ne vois pas très bien, mais c'est le principe, parce qu'ils sont CD4+, CD3+, et CD8 parce qu'ils sont CD8+, CD3+, et ainsi de suite. La même chose par rapport à la manière avec laquelle on identifie les B et les NK. Donc, maintenant, par rapport à cet exemple-là, pour ce qui est de la valeur normale, donc, de coutume, traditionnellement, on mesure la valeur normale en travaillant sur une population de sujets sains. Dans notre cas, c'est des sujets sains, mais aussi de tranches d'âge différentes, et dans lesquels on essaye de mesurer le 10e percentile, le 90e percentile. Ça peut aussi être le 95e percentile et 5e percentile. Je m'explique. Tout simplement, on essaie de ne pas donner une moyenne, parce qu'on sait très bien que c'est des valeurs un peu diverses dans une population normale, mais on essaie de donner une image de la diversité de cette population. Et donc, on va chercher à quoi ressemble, ou à comment, ou quelles sont les valeurs que portent les 10% qui ont les valeurs les plus basses, et les 10% aussi qui ont les valeurs les plus hautes. Si on veut être un peu plus restreint, on ne va travailler que sur les 5% qui ont les valeurs les plus basses, ou les 5% qui ont les valeurs les plus hautes. D'accord? Et donc, quand on fait cet exercice-là par rapport aux sous-populations lymphocytaires, on va avoir des courbes qui sont généralement,
la même évolution. Donc il y a une grande différence au bas âge, ça veut dire entre 0 et 3 mois, on a une grande différence entre les valeurs les plus basses et les valeurs les plus élevées, qui se rétrécissent quand on va plus loin dans l'âge, ça veut dire vers l'âge de 12 ans. C'est la même chose presque par rapport aux 4 sous-populations ici présentes. Il faut noter que les CD4 et les CD8 ne sont que la somme que fait le CD3 essentiellement. Parce que les CD3, nous avons essentiellement des T4 et des T8 et très peu de T1. Hop, l'autre sens. Bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que avons-nous ou sommes-nous obligés d'avoir des valeurs de référence propres à la population cible? Oh, pardon, excusez-moi, je bouge trop. Ah, si vous avez une valeur, c'est super. Alors, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que avons-nous ou sommes-nous obligés d'avoir des valeurs de référence propres à la société, à une population cible. Et nous avons fait l'exercice, nous nous sommes amusés à comparer des séries de valeurs normales qui ont été développées dans des populations. Bon, alors je vais essayer de faire vite. Bon, alors je disais que nous nous sommes amusés donc à comparer des séries de populations géographiquement séparées. Nous avons une série américaine, c'est la plus connue. Nous avons une série italienne et une série africaine. Et comme vous voyez, peut-être ces valeurs-là ils sont un petit peu séparés, ils sont un petit peu diverses quand il s'agit des valeurs maximales, mais quand il s'agit des valeurs minimales, ils sont carrément chevauchés. Bon, vous allez me dire peut-être pas carrément, parce que puisqu'on n'a pas fait d'études statistiques, on ne peut pas la faire. Là, nous parlons de minima pour voir quelle est la différence entre ces aspects-là. Et je veux dire que c'est déjà suffisant comme espace, parce que, hop, alors là, je passe, voilà. Parce que déjà, il existe déjà une diversité interlaboratoire. D'un laboratoire à l'autre, pour des raisons techniques, les valeurs de référence, si vous mesurez la même chose d'un laboratoire à l'autre, vous allez trouver des différences. Et ça, c'est des aspects techniques tout à fait tolérés. La preuve, là, je vous montre un peu un QC, c'est un contrôle de qualité interne, et vous voyez que les valeurs cibles ici, on les met avec des certitudes de tolérance qui sont des fois qui arrivent jusqu'à 10%, ou jusqu'à la moitié. Donc, c'est prévu que normalement, on va avoir des diversités d'un laboratoire à l'autre. Donc, des diversités comme ça, et avoir des chevauchements comme ça veut dire que, normalement, même quand on change les populations, généralement, on n'a pas beaucoup de différences. Donc ça, d'une part. Alors, oups. Voilà. Mais faites attention, quand vous voyez ça, ne croyez pas que les résultats que vous avez d'un laboratoire, ce sont des résultats qui sont d'une variable de la moitié ou de plus de 10%. Parce que ça, c'est d'un laboratoire à l'autre. Mais dans un même laboratoire, là, je vous donne un peu l'exemple de ce que nous avons, nous, dans notre contrôle interne, ou même on va voir, ces variabilités ne sont pas tolérées au sein d'un même laboratoire, même pour des contrôles externes de qualité. Dans notre laboratoire. Donc là, dans notre laboratoire, vous voyez que la variabilité n'est pas énorme. Donc dans un même laboratoire, nous n'avons pas beaucoup de variabilité, mais entre laboratoires, c'est tout à fait toléré, cette variabilité. Alors, maintenant la question est, est-ce que les valeurs normales prises à partir de sujets sains sont les bonnes valeurs? Ça, c'est une bonne question, parce que les sujets qui sont cibles, si vous voulez, qui sont cibles à ces explorations ne sont pas des sujets sains. Ce sont des sujets atteints d'un certain nombre de manifestations cliniques qui sont lancées, si vous voulez, ou provoquées par des systèmes qui risquent d'être les mêmes systèmes qui peuvent altérer le système immunitaire, sans pour autant que ce soit des patients atteints de déficit immunitaire. Et donc, nous nous sommes aussi amusés à comparer des sujets sains et des sujets qui ont été suspectés de déficit immunitaire primitif, mais après on avait la confirmation qu'ils ne sont pas atteints de déficit de DIP. Et la comparaison
là, vous voyez bien que, contrairement à des situations inter-séries de sujets sains, là, vous voyez bien qu'il y a une différence, surtout dans les valeurs. Et là, nous présentons seulement les valeurs minimales, parce que c'est celles qui nous intéressent, parce que c'est à travers ces valeurs-là qu'on définisse rapidement, qu'on définisse le déficit immunitaire primitif. Alors maintenant, en termes d'écart, l'écart que posent des patients atteints de DIP et des patients atteints de NOD ou de toute autre pathologie autre que le DIP, quand même, c'est un écart qui est différent. Donc, nous avons là, en bleu, ce sont des patients qui sont atteints de pathologie non DIP. Vous voyez qu'ils représentent des écarts par rapport à la valeur normale qui sont élevés, mais pas autant que ceux des patients DIP. Mais n'empêche qu'on peut risquer d'avoir des chevauchements qui justifient que, normalement, dans le rendu de résultats, le rendu de résultats de ce genre de prestations, je crois que la concertation entre le laboratoire et l'hospitalier, aussi entre les laboratoires, est quand même très très importante. C'est comme une invitation maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus de laboratoires qui font ce genre d'exploration. Je pense à ces EDMO, les gens de Casablanca maintenant. Je crois que c'est très important qu'on commence à communiquer entre nous pour qu'on puisse être dans des processus on ne va pas dire de normalisation, mais quand même de consensus. Donc un dernier mot, c'est ma dernière slide, c'est juste pour remercier tous nos collaborateurs de notre laboratoire, le CHU, particulièrement le CHU de Rabat, et les pédiatries CHU de Rabat et les pédiatries de CHU de Casa. Merci beaucoup.